Cela fait 1 an jour pour jour que la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie. Et ce que l'on doit noter, c'est que depuis le 24 février dernier, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine est massif. Sanctions contre la Russie, perspectives européennes pour l'Ukraine, appui politique et militaire, accueil des réfugiés. Et malgré ce 9 train de sanctions visant à affaiblir la base économique de la Russie, à la priver de technologies et de marchés critiques et à réduire considérablement sa capacité à faire la guerre, l'économie russe s'est révélée étonnamment résistante. En effet, selon Eurostat, le produit intérieur brut de la Russie se serait contracté de 2,1% en 2022, bien loin des moins 10,1% estimés au début du conflit, mais un retour au niveau de prospérité d'avant le conflit semble complètement utopique car davantage de dépenses publiques sont consacrées à l'armée. Se pose désormais donc la question de l'efficacité des sanctions occidentales à l'encontre de Moscou. En conséquence, la Commission européenne a proposé le 15 février dernier de nouvelles mesures contre la Russie. Elles comprennent pour la première fois des sanctions contre les entreprises iraniennes. L'Ukraine a demandé notamment de cibler les industries des missiles, des drones et de l'informatique qui fournissent les armées russes. Alors que l'Assemblée générale de l'ONU a voté à une écrasante majorité un appel à la paix hier soir, en demandant de nouveau à la Russie de retirer ses troupes du pays et de mettre fin à son offensive, nous noterons l'abstention de la Chine dans le vote de cette résolution. La Chine, qui a cependant publié un document de 12 pages à l'occasion de la première année de l'offensive russe en Ukraine, puisqu'en effet, à 9h heure de Pékin, ce matin, le ministère des Affaires étrangères a publié sur son site la position de la Chine sur le règlement politique de la crise en Ukraine. Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible en vue d'une solution pacifique, a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères. Le document publié par Pékin prend clairement position contre tout recours à l'arme nucléaire, alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace il y a 2 jours. L'arme nucléaire ne doit pas être utilisée, il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire, il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire, a bien stipulé le document. Enfin, la Chine demande par ailleurs aux 2 pays d'éviter toute attaque contre des civils. Nous noterons à la lecture de ce document tout de même que Pékin répugne à employer le mot guerre dans son texte officiel et différence fondamentale avec le texte de l'ONU. Le texte met la Russie et l'Ukraine sur le même plan. Aux États-Unis, le nombre de nouvelles demandes d'inscription au chômage a chuté de manière inattendue la semaine dernière, indiquant un marché du travail toujours tendu et alimentant davantage les craintes que la Réserve fédérale américaine ne relève les taux d'intérêt plus que prévu. Le nombre d'Américains ayant fait la demande d'ouverture de droit au chômage a diminué de 3 000 unités pour atteindre 192 000 contre un consensus qu'ils avaient estimé à 200 000. En conséquence, les économistes s'attendent désormais à une forte croissance de l'emploi en février, bien que le rythme est probablement ralenti par rapport aux 517 000 emplois créés lors du mois dernier. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et les marchés européens qui ont fini en ordre dispersé, soutenus par la détente des taux longs sur le marché obligataire et par de bons résultats d'entreprise. À Paris, le CAC 40 a pris 0,25% à 7 317 points. Le DAX, lui, a gagné 0,49% à 15 475 points. Côté macroéconomie, les statistiques économiques publiées ont mis en avant la persistance de l'inflation en Europe et la résistance de l'économie américaine, ce qui induit une poursuite de la hausse des taux directeurs plus longtemps qu'anticipé par les marchés. Résultat, le FTSE lui a cédé 0,29% à 7 907 points, plombé notamment par son secteur de la santé. À New York, alors que les financiers continuent de s'interroger sur l'impact de la politique monétaire de la Réserve fédérale sur l'économie américaine, les indices actions ont clôturé la journée d'hier dans le vert après 4 séances consécutives de baisse. Le Dow Jones a pris 0,33% à 33 153 points, le S&P 500 a gagné 0,53% à 4 012 points et le Nasdaq Composite a lui avancé de 0,72% à 11 590 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, boostée par les valeurs des semi-conducteurs et surtout par la position du prochain gouverneur de la Banque du Japon qui s'est montré favorable au maintien de la politique monétaire ultra accommodante du pays du soleil levant. L'indice Nikkei a avancé en conséquence de 1,29% à 27 453 points. En France,
Plus spécifiquement, la santé et les télécoms ont affiché les plus fortes baisses avec des replis respectifs de 1,25 et 0,71%. Au rayon des hausses, les financières et l'énergie ont réalisé les meilleures performances du jour avec des gains de 1,29 et 1,22%. Soprasteria a réalisé la plus forte progression du SBF 120, portée par des résultats 2022 et des objectifs 2023 solides. Le titre s'est adjugé 7,66% à 174 € et 20 centimes. Nexity ferme la marche suite à la publication de ses résultats annuels, mais c'est surtout sa prévision de résultats opérationnels qui est sanctionnée par les investisseurs. Le titre a cédé 9,06% à 24,10 €. Sur les marchés obligataires, malgré les données macroéconomiques du jour qui mettent en avant la solidité de l'économie américaine et la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt déjà probablement intégrés par les investisseurs, le 10 ans américain a cédé 3 points de base à 3,9%. En Europe, le Bund allemand à 10 ans a fini en baisse à 2,47%. Les cours du pétrole, après avoir perdu près de 4% sur les 2 dernières séances, dans la crainte d'un relèvement des taux d'intérêt qui pourrait affecter la demande, sont repartis hier à la hausse. Les cours ont été soutenus par les espoirs de reprise économique en Chine et les baisses attendues de la production russe. Les gains sont cependant freinés par l'augmentation des stocks de brut la semaine dernière. Aux États-Unis, le Brent a pris 2% à 80,21 $ le baril, tandis que le WTI, lui, s'est adjugé 2,29% à 75,64 $ le baril. Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a signé une 3e séance consécutive de baisse, plombée par les craintes d'une poursuite plus longue qu'anticipée de la hausse des taux de la Fed. Le Bitcoin a signé donc une 3e séance consécutive de baisse et repasse sous les 24 000 $. En revanche, l'Ethereum a lui gagné 1,06% et s'est changé hier à la clôture à 1647 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, nous allons ouvrir le bal de nos invités avec Antoine Quesada. Tout de suite sur Téléfinance.